Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, tous mes bons voeux à tous ceux à qui je n'ai pas pu le souhaiter pour cette nouvelle année. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une proposition de loi relative à la justice patrimoniale initiée par mon collègue Hubert Ott. Je veux ici le remercier pour son action, sa persévérance à inscrire ce texte dans l'ordre du jour de notre niche. Je veux également le remercier pour la qualité de nos échanges lors des travaux qui nous conduisent maintenant dans cet hémicycle et nous allons pouvoir combler une lacune de notre droit. Cette proposition de loi comporte 3 articles visant à améliorer notre droit à mieux protéger les conjoints lorsqu'une séparation survient au sein du couple. Le premier article concerne ainsi le sort des avantages matrimoniaux lorsqu'un époux a commis une infraction vis-à-vis de l'autre époux. Aujourd'hui, si un époux tue son conjoint ou sa conjointe, rien ne change s'agissant de ces avantages qu'il peut retirer du contrat de mariage conclu avec la personne défunte. Disons-le, cette situation est anormale du point de vue du droit et de la morale. Fort heureusement, cette situation est plutôt une exception, puisque des mécanismes existent pour faire face à ce type de situation s'agissant d'une donation ou d'une succession. Il s'agit de l'ingratitude et de l'indignité successorale qui existent déjà depuis quelques années dans notre droit. Pour autant, il n'existe pas d'équivalent de ces 2 mécanismes s'agissant des avantages matrimoniaux. C'est l'objet même de cet article 1er. Le dispositif est centré sur les cas où le conjoint victime est décédé. Dans le cas où il est encore vivant, le Code civil prévoit déjà que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui prendront donc effet à la dissolution qui conduiront à la dissolution du régime matrimonial. À l'origine, l'article 1er modifiait le Code civil pour permettre la révocation d'un avantage matrimonial dans les conditions similaires à celles qui existent pour évoquer la donation entre vifs, c'est-à-dire lorsque l'époux a attenté à l'autre époux ou qu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. Suite à nos travaux, j'ai proposé à la commission des lois de réécrire le dispositif, d'abord pour s'assurer qu'il concerne bien l'ensemble des régimes matrimoniaux, ensuite pour que la déchéance d'un avantage matrimonial ne soit décidée qu'après une condamnation pénale et en faire également un dispositif autonome. Les temps contraints d'examen en commission ne nous avaient pas permis d'achever cette réécriture. C'est pour cela que je vous soumets aujourd'hui plusieurs amendements qui visent à compléter le dispositif de l'article 1er. Il vous sera ainsi proposé de préciser qui pourra demander la déchéance de l'avantage matrimonial et dans quel délai. Je vous présenterai également un amendement pour prévoir que pour toutes les communautés universelles, un inventaire des biens soit réalisé lors du décès de l'un des époux. Certains auront peut-être des réserves, mais je souhaite que ce sujet soit identifié, car sans cet inventaire, comment savoir ce dont il faut déchoir l'époux qui a assassiné son conjoint ? Je souhaite également ouvrir le débat sur les avantages matrimoniaux qui ont pris cours au cours du mariage. Je pense aux biens propres apportés à la communauté par le contrat de mariage. Comment expliquer que ces biens demeurent dans la communauté de l'époux meurtrier de son épouse ? Par ailleurs, nous avons adopté en commission l'article 1er bis, qui modifie l'article 265 du Code civil pour tenir compte d'une décision de la Cour de cassation du 18 décembre 2019. L'article prévoit expressément que toute clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial révocable de plein droit en cas de divorce. Cette clause n'a en effet d'intérêt qu'en cas de divorce, puisqu'elle vise à protéger les biens professionnels d'un chef d'entreprise. L'article 2 de cette proposition de loi concerne un dispositif fiscal, la décharge de responsabilité solidaire. Dans la version initiale, il mettait en œuvre une proposition déjà discutée lors de l'examen du projet de loi de finances au Parlement, l'assouplissement d'octroi d'une décharge de responsabilité solidaire. Les époux ou les personnes pacsées, comme vous le savez, forment un seul et unique foyer fiscal. Ils sont donc solidairement responsables des impositions dues par ce foyer. Cette solidarité continue d'exister même lorsque le couple se sépare et surtout, quel que soit le régime matrimonial de ce couple. L'administration fiscale peut donc réclamer des impositions qui datent de la période d'imposition commune, même si le foyer fiscal n'existe plus et même si les conjoints avaient choisi un régime de situation de séparation de biens. Concrètement, une personne dont l'ex-conjoint a fraudé alors qu'ils étaient ensemble peut se voir réclamer le remboursement de l'intégralité de la dette fiscale si le dit conjoint n'est pas en mesure pour X ou Y raison de le faire ou s'il a organisé, bien entendu, son insolvabilité.
La personne concernée peut alors demander à l'administration fiscale d'être déchargée de l'obligation du paiement de cette dette. C'est la décharge de responsabilité solidaire. L'administration fiscale doit alors apprécier s'il existe une disproportion marquée entre la situation patrimoniale et financière du demandeur et le montant total de la dette. La disproportion avérée sera considérée comme marquée si la personne demandeuse n'est pas en mesure de rembourser la dette sur une période de 3 ans. J'ai la conviction forte que cette situation n'est pas satisfaisante. Elle conduit certains conjoints, en réalité souvent des conjointes, à devoir se séparer de leur patrimoine pour rembourser une dette fiscale liée à une fraude dont elles ignoraient tout et dont elles n'ont pas bénéficié. L'article 2, dans sa version initiale, proposait ainsi d'exclure de l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur les biens acquis avant le mariage ou le PACS, ainsi que les biens reçus par le demandeur par donation ou succession. Cette restriction de l'assiette aurait conduit à accorder un plus grand nombre de décharges de responsabilité solidaire, mais continuer à rendre l'obligation de remboursement pour certaines femmes. Mes échanges avec l'administration fiscale m'ont conduit à proposer une réécriture de l'article 2, adopté par la Commission des lois. L'article 2, dans sa nouvelle version, propose donc une forme de dissociation du foyer fiscal a posteriori. Je m'explique. Si la séparation des deux conjoints est effective et que la personne qui demande une décharge de responsabilité fiscale n'a pas participé à la fraude fiscale, alors son ex-conjoint pourra être considéré comme un tiers et assumera alors seul le paiement des impositions dues par leur foyer fiscal, et ce, quels que soient les revenus du conjoint incriminé. Cette solution est moins tangible que notre proposition initiale, car elle repose sur la bonne volonté de l'administration fiscale et non pas sur l'assouplissement de critères précis énoncés dans la loi. Si cet article devait être adopté, nous serons évidemment très vigilants à sa mise en œuvre. Il s'agit que l'administration fiscale, qu'elle se saisisse de ce nouvel outil pour éviter des situations dramatiques dont nous avons tous été témoins. Je crois néanmoins que nous souhaitons tous aller dans le même sens, ne pas faire peser un fardeau fiscal trop lourd sur des personnes de bonne foi. Alors, comme vous le voyez, cette proposition de loi et que les amendements que je vous propose viennent réparer des injustices de notre droit civil et de notre droit fiscal. Mais surtout, c'est une nouvelle pierre dans le soutien inconditionnel de notre groupe à la lutte contre les violences faites aux femmes. J'espère donc que ce texte ainsi modifié sera adopté à une très large majorité et je vous remercie. Merci Madame la